Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 décembre 2025. Un autre cher ami et frère, Alex Kreiner de Monaco, est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Toujours un plaisir d'être avec toi à nouveau, Nima. Merci pour l'invitation et salutations au public. Alex, es-tu l'un des oligarques en Europe? Je suis désolé, je n'ai pas bien compris la question. Faites-vous partie de l'élite oligarchique en Europe? Oui, bien sûr. Ce sont des Ukrainiens, beaucoup d'Ukrainiens. Oui, je fais évidemment partie des élites. Enfin, pas forcément un oligarque. Non, je suis juste, un père de famille ordinaire qui fait sa vie et qui fait attention à ce qui se passe. Oui, abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et suivez Alex Kreiner. Vous pouvez voir sous son nom thetrendcompass.substack.com. Nous avons nos amis ici dans le chat, dans les commentaires. Ils y mettent les liens pour que vous puissiez accéder au Substack d'Alex. Alex, laissez-moi commencer par le nouveau document que je trouve important. C'est un changement radical d'attitude dans la manière dont les États-Unis perçoivent l'ensemble de la situation liée au conflit en Ukraine. La nouvelle stratégie de sécurité nationale de Trump met en évidence quelque chose de totalement différent de ce que nous connaissons de la stratégie britannique. Vous savez, les Britanniques parlent de nationalisme. Ils s'orientent vers cette idée mondialiste de ce qu'ils veulent faire avec l'Ukraine, faire de l'Ukraine toujours la première priorité pour l'Europe. D'un autre côté, on voit une nouvelle attitude dans le document des Américains de l'administration Trump. Ils ne considèrent pas l'Ukraine comme une option viable pour continuer, et ils veulent changer leur attitude envers les Russes. Quelle est votre compréhension du nouveau document, et en quoi diffère-t-il de la stratégie européenne? Eh bien, d'après ce que l'on peut lire dans la stratégie britannique, c'est toujours la même chose. C'est une politique mondialiste, joliment présentée, engagée envers l'Ukraine. Ils ne se soucient pas de l'Ukraine. Ils l'ont instrumentalisée comme un outil contre la Russie. C'est cela qu'ils ne peuvent pas abandonner. Ils restent attachés au changement de régime et au démantèlement de la Russie, à sa balkanisation, pour éliminer un rival puissant dans leur quête d'établir ou de rétablir une hégémonie sur le continent eurasien. C'est la même stratégie macindérienne qui remonte à plus d'un siècle. La stratégie de sécurité nationale des États-Unis pour cette année, en revanche, marque un virage net par rapport au statu quo, car jusqu'à présent, les États-Unis adhéraient complètement à la même stratégie mondialiste que le reste de l'Europe. Leurs alliés, dissent. À l'exception du fait que les États-Unis supportaient la majeure partie du fardeau, en termes de finances, d'armement, de main-d'œuvre, bref, de chair à canon, tout reposait essentiellement sur les épaules américaines. Et je pense qu'il est naturel qu'à un certain moment, le peuple américain s'en lasse. Donc, vous savez, l'année dernière, vers novembre, les gens avaient le choix entre poursuivre les mêmes politiques avec Kamala Harris ou changer. Et la seule alternative, c'était Trump. Alors ils ont élu Trump. Et jusqu'à présent, Trump, avec son style imprévisible, disons vulgaire sur les bords, tient en réalité ses promesses. Et je pense que ce document sur la stratégie de sécurité nationale qui vient d'être publié marque pratiquement le début d'une guerre froide entre les États-Unis et l'Europe. Et nous avons vu des réactions très hystériques de la part de l'Europe, parce que l'un des points soulevés est que nous ne pouvons pas avoir cette alliance de l'OTAN qui s'étend continuellement. C'est un fait. Et pour les Européens, l'expansion de l'OTAN est pratiquement une obsession. Ils veulent toujours que l'Ukraine en fasse partie.
S'ils parviennent à y intégrer l'Ukraine, ensuite ils voudront la Géorgie, la Moldavie, le Kazakhstan. Quiconque ils pourront faire entrer dans l'OTAN. L'organisation cherchera simplement à continuer de s'étendre. Alors les Américains ont dit « D'accord, c'est fini, nous ne sommes plus intéressés. Au revoir ». Et le document réaffirme également explicitement la doctrine Monroe. Donc je pense que ce que nous voyons actuellement au Venezuela, ainsi que la guerre des mots avec la Colombie, peut en faire partie. Alex, en se concentrant sur la situation en Europe, nous savons qu'il y a eu une réunion au Royaume-Uni, et il semble qu'ils en soient sortis avec une contre-proposition à celle que les États-Unis ont présentée. Jusqu'où l'Europe irait-elle contre les États-Unis à propos de l'Ukraine? Sont-ils en train d'atteindre un point de rupture? Est-il durable pour l'Europe de continuer ainsi? Tu veux dire contre les États-Unis? Oui, parce qu'ils vont présenter une contre-proposition, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec ce que l'administration Trump a mis dans ce document. Ils veulent autre chose. Tu sais, c'est incroyable. Zelensky dit qu'il ne peut accepter aucune concession territoriale. Tu vois, c'est le noyau dur. C'est la base des négociations. Les contre-propositions européennes sont toujours calculées de manière à ce que la guerre continue. C'est leur priorité, maintenir la guerre. Ainsi, la contre-proposition consiste à refuser toute concession territoriale, tout en laissant à l'Ukraine le droit de rejoindre l'OTAN. Cela franchit déjà la ligne rouge de la Russie, ce qui garantit la poursuite du conflit. Et l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Elle est détruite dans le processus. Elle perd entre 1000 et 2000 soldats par jour. Et ces gens font tout ce qu'ils peuvent pour poursuivre la destruction de l'Ukraine et la mort de tous ces soldats. C'est horrible, c'est inadmissible, et cela place les Européens en conflit direct avec les États-Unis. Maintenant, jusqu'où iront-ils dans ce conflit? Je ne pense pas qu'ils iront très loin, parce qu'ils ne le peuvent pas. Vous savez, nous avons déjà vu des avertissements venant d'Europe, selon lesquels, si les États-Unis insistent sur cette paix, ils vont se débarrasser de 2,3 ou 2,4 billions de dollars de bons du Trésor américain. Et si vous déversez tous ces bons du Trésor en peu de temps sur le marché international, cela fera s'effondrer le prix des bons du Trésor américain, fera grimper les taux d'intérêt américains et par conséquent le coût de financement du gouvernement américain, qui est déjà, rien que pour le service de la dette, rien que pour payer les intérêts, d'environ 1 billion de dollars par an. Cela représente plus de 3 000 dollars par homme, femme et enfant vivant aux États-Unis. C'est simplement pour obtenir leur droit d'exister aux yeux des détenteurs d'obligations. Et maintenant, vous pousseriez tout cela beaucoup, beaucoup plus haut, ce qui aggraverait probablement l'inflation aux États-Unis et mettrait en péril la croissance économique. Donc un coup très dur, potentiellement très douloureux pour les États-Unis. Mais les Européens ont commis un certain nombre d'erreurs en exprimant ces menaces. D'abord, ils se sont montrés, non seulement au public américain, mais au monde entier, comme les principaux va-t-en-guerre. Car avant Trump, ils faisaient tout semblant. Oh, nous sommes irréprochables. Nous ne sommes que de loyaux alliés des États-Unis. Nous suivons la direction, et ce sont les Américains qui nous entraînent dans toutes ces folles aventures militaires à travers le monde. Et maintenant Trump dit « stop » et ils perdent complètement la tête. Ils veulent que la guerre continue et ils font tout, y compris menacer les États-Unis, pour les pousser à abandonner les négociations de paix. Mais vous savez, le côté stupide de tout cela, c'est qu'ils se sont désignés eux-mêmes, aux yeux du public américain, comme l'ennemi, en fait, et comme les principaux va-t-en-guerre.
Donc maintenant, cela devient clair et indéniable. Mais ce qu'ils ne semblent pas comprendre, c'est qu'ils menacent une puissance qui a une manière bien plus grande de leur rendre l'appareil. Alors, disons que vous vendez tous les bons du Trésor américain, que vous faites s'effondrer le prix des obligations du Trésor, et que vous faites grimper les taux d'intérêt sur les marchés mondiaux, et ainsi de suite. Eh bien, vous savez, les Européens ont besoin de dollars américains, car c'est encore la principale monnaie de règlement du commerce mondial. Donc, si vous voulez importer du pétrole, du gaz, du charbon, du café, tout ce que vous achetez sur les marchés internationaux, il vous faut des dollars américains. Et pour obtenir ces dollars, vous devez les acquérir. Les banques européennes ont déjà de sérieux problèmes de liquidité en dollars américains. C'est pour cette raison que la Réserve fédérale a mis en place des lignes de swap de liquidité avec les banques européennes, afin que si elles manquent de dollars, elles puissent en tirer auprès de la Fed. Mais la Fed pourrait couper cela du jour au lendemain, et alors plus de dollars américains. Et cela pourrait paralyser le commerce international européen. Alors, que vont-ils faire? Vendre en euros? Vont-ils forcer les autres pays à utiliser l'euro comme monnaie de règlement commercial? Les autres diront « Non, payez-nous en or ou dans notre propre monnaie ». Et cela fera s'effondrer l'euro. Cela pourrait faire grimper les taux d'intérêt en Europe. En gros, ce serait un effet boomerang. Vous lancez un boomerang avec une force de 1 et vous recevez une force de 5 en retour. Et puis vous savez, Trump cherche déjà n'importe quel prétexte pour augmenter les droits de douane sur ses partenaires commerciaux. Et vous savez, depuis le début de l'administration Trump, les gens autour de lui ont traité les Européens avec une certaine dose d'irritation. Et maintenant, ça leur donne la justification pour dire « Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? 15% de droits de douane. » Non, attendez, c'est 500%. Qu'en dites-vous? Vous savez, s'ils peuvent s'en tirer, ils le feront. Je pense que les Européens se comportent comme des fous hystériques, et le masque de la culture et de la civilisation est complètement tombé. Ils semblent incapables de se défaire de leur héritage colonial, et ils pensent que tout le monde leur doit quelque chose. Ils croient que les États-Unis leur sont redevables, qu'ils doivent sans cesse faire le sale boulot et porter les charges lourdes à leurs propres frais. À cause de nos valeurs communes, parce que nous sommes si gentils. Nous sommes le jardin. Partout ailleurs, c'est la jungle. C'est cet état d'esprit, pas forcément celui de l'Européen ordinaire dans la rue, qui est lui aussi de plus en plus opprimé jusqu'à son point de rupture, mais celui de l'establishment dirigeant à Bruxelles, Paris, Berlin, Londres, ainsi de suite. Et ces gens sont des politiciens d'un niveau vraiment médiocre. Je dois raconter cette histoire, Nima, parce qu'elle est tout simplement incroyable. Quelqu'un a enfin mis en ligne sur YouTube une vidéo de 15 minutes des meilleurs moments de Kaja Kallas. Ses différentes déclarations. Et ce n'est pas 15 minutes de Kaja Kallas, c'est peut-être la moitié, puis le type commente. Donc, en dehors du fait qu'elle soit d'une stupidité stupéfiante, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on l'entend faire une déclaration, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, etc., de temps en temps, n'est-ce pas? Mais quand on l'écoute pendant 15 minutes d'affilée, on se rend compte qu'elle parle constamment comme la petite princesse à papa. Son ton de voix, ses gestes, son attitude, tout évoque la petite princesse à papa. Elle parle toujours comme une petite fille. Donc non seulement elle est d'une stupidité stupéfiante, mais elle est aussi d'une agaçante répulsion. Et je n'ai pas pu écouter les 15 minutes entières de cette vidéo, car elle est devenue trop agaçante. Mais voilà le niveau des dirigeants que nous avons en Europe. Et ce n'est pas un hasard. Non, ils ont été choisis pour être ignorants, stupides et imprudents.
Il y avait autrefois des dirigeants qualifiés et compétents en Europe, mais ils ont été lentement écartés du système. Un exemple spectaculaire était un amiral allemand, je crois qu'il s'appelait Kai Achim Schönbach. Lorsque la guerre a commencé en 2022, il se trouvait en Inde lors d'un événement international lié à la défense, une conférence. Et à cette conférence, il a dit, eh bien, vous savez, cette crise entre la Russie et l'Ukraine, la solution la moins coûteuse consiste simplement à reconnaître les préoccupations de sécurité de la Russie, à les traiter avec respect et à trouver une solution sans faire la guerre. Il a été renvoyé le même jour. Il a essayé de s'excuser, il a essayé de retirer ses propos, mais c'était trop tard. Ils avaient besoin d'un exécutant sans cervelle, d'un imbécile, d'un apparatchik. Quelqu'un qui, quand on lui dit « pars en guerre contre la Russie », répond « à vos ordres, monsieur, en guerre contre la Russie ». Qu'on lui dise d'annoncer au public qu'il faut sacrifier leurs enfants. À vos ordres, monsieur. Et ensuite, vous savez, ce type va dire au public français qu'il faut sacrifier leurs enfants. Voilà qui dirige l'Europe aujourd'hui, et c'est la réalité. Le bon côté de tout cela, c'est que ces poids plumes sont confrontés à des dirigeants très compétents et très professionnels en Russie, en Chine et aux États-Unis. Alex, Donald Trump a eu un appel téléphonique avec des dirigeants européens. Il a dit que c'était un appel difficile. Il leur parlait directement. Il semble que le ton des discussions n'était pas très amical. En ce qui concerne la manière dont Donald Trump et son administration communiquent avec les Européens, penses-tu qu'ils s'y prennent correctement? Parce que moi, je ne le vois pas. Tu as mentionné que l'administration Trump pouvait exercer beaucoup de pression sur ses dirigeants européens. Qui sont ces gens? Tu sais, Macron. Seulement 11% des Français le soutiennent. Starmer, Merz. Ils ont beaucoup de leviers pour leur mettre la pression, mais on ne voit pas cela se produire. Je remarque même qu'en Russie, leurs dirigeants semblent déconcertés par la façon dont Donald Trump gère les relations avec les Européens. Pourquoi? Je pense que par nécessité, Trump doit le faire. Parce que, vous savez, ce sont les anciens alliés de l'Amérique. Et il faut garder à l'esprit que Trump n'a pas encore passé une année complète à la Maison-Blanche. C'est une administration relativement nouvelle. Il existe beaucoup de réflexions enracinées, de relations héritées et de liens entre individus et institutions des deux côtés de l'Atlantique. On ne peut pas simplement renverser tout cela d'un seul coup. En plus, il savait depuis un certain temps que Trump reviendrait, ou du moins il pensait qu'il pourrait. Et ils ont, vous savez, protégé contre Trump bon nombre de ses relations, projets en cours, contrats et plans. Et donc, vous savez, Trump ne pouvait pas, dès le premier jour, dire « Très bien, nous quittons l'OTAN, nous retirons toutes les troupes, nous ne serons plus alliés avec les Européens, et nous allons devenir les meilleurs amis des Russes et de Vladimir Poutine. » Vous savez, c'est un peu comme déplacer les meubles dans la maison d'un aveugle. Il me semble donc que son approche a été très, disons, asymétrique. Il fait quelque chose qui semble être une chose, et ce n'est qu'après un certain temps qu'on se rend compte, ah d'accord, c'est pour cela qu'ils ont fait ceci, c'est pour cela qu'ils ont dit cela. Et je crois que cela a été le cas depuis le début, mais j'ai aussi été déconcerté à plusieurs reprises. Et je dois dire que je le suis encore par les questions, disons, du Venezuela et de l'Argentine. Je ne comprends toujours pas ce qui fiche là-bas. Mais tu sais, l'opération Rough Rider, quand ils ont commencé à bombarder le Yémen, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre, tellement stupide que ça ne pouvait pas être ce qu'ils prétendaient que c'était. Ensuite, la fausse guerre contre l'Iran, puis toutes ces déclarations du genre
Oh, je suis terriblement déçu par Vladimir Poutine. Bon, c'est fini, on rompt, l'Alaska est morte. Tu vois, on a eu ça pendant quelques semaines. Tout le monde disait, l'Alaska est morte, l'occasion a été manquée. Donc pour une raison quelconque, il pense qu'il doit agir de cette façon. Et il se peut qu'il ait raison. Mais en conséquence, beaucoup d'entre nous ne font que deviner ce qui se passe. Pratiquement tout ce qu'ils font, dans chaque publication, communiqué de presse, chaque document, contient un peu de tout pour tout le monde. Si vous lisez ce document sur la stratégie de sécurité nationale, vous y trouverez des éléments très encourageants, mais aussi des éléments très décourageants. Vous savez, il y a le complexe militaro-industriel qui s'attend à ce que son budget de 1000 milliards de dollars continue d'augmenter chaque année. Ils s'y attendent. Et si vous leur dites « non, nous allons réduire le budget de moitié », ils voudront votre peau. Il y a tout ce truc de rendre l'Amérique à nouveau en bonne santé, ce qui est, tu sais, potentiellement très mauvais pour Big Pharma. Donc ils pourraient vouloir sa mort aussi. L'OTAN. Maintenant, on dirait que les États-Unis pourraient très bientôt se retirer de l'alliance de l'OTAN. Ces gens-là vont vouloir sa mort également. Et je pense que cela explique leur manière d'agir. Et regarde, il y a à peine 10 jours, quand Steve Witkoff et Jared Kushner étaient à Moscou, les gens doivent se demander, pourquoi a-t-il envoyé Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé Marco Rubio, le secrétaire d'État? C'est censé être son travail. Eh bien, évidemment, parce qu'il ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Il envoie des personnes en qui il a confiance personnellement. He's sending people that he trusts personally. So that tells you how. Cela montre à quel point il peut se sentir menacé et à quel point tout son programme est fragile, qu'il ne peut pas laisser Marco Rubio faire son travail parce qu'il craint qu'il soit saboté, étouffé d'une manière ou d'une autre. Alors il envoie son ami Steve Witkoff, qui jusqu'à présent s'est montré fiable et semble être un homme bien intentionné et décent, et qui a fait le travail jusqu'ici. Je pense donc que c'est la réponse. Trump agit en quelque sorte comme s'il était assiégé, probablement avec un certain sentiment d'insécurité profonde vis-à-vis des gens qui l'entourent, incapable de savoir à 100% à qui faire confiance, qui est loyal, qui ne l'est pas, qui travaille pour l'autre camp. Je pense que c'est pour cela que même les Russes n'en savent rien. Even the Russians can't tell. Vous savez, ce que l'Europe, à mon avis, ne comprend pas, c'est que les États-Unis ont totalement changé, ou plutôt, que le monde entier a totalement changé par rapport à ce qu'il était avant les guerres en Irak et en Afghanistan. Vous vous souvenez du général Wesley Clark? Il disait, « Pourquoi allons-nous en Irak et en Afghanistan, ou même en Libye, ou dans tous ces pays? Nous sommes puissants, nous avons beaucoup à dépenser là-bas. » Mais aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus dans la même situation, et l'Europe ne le comprend pas. C'est pourquoi les États-Unis ne veulent pas la poursuite du conflit en Ukraine. Ce n'est même pas l'Irak et l'Afghanistan. C'est la Russie, vous voyez. Oui. Oui, mais tu vois, je pense que les Européens, et tu sais, principalement, nous devrions parler de l'establishment de la politique étrangère britannique, s'en moquent. Ils n'ont pas besoin de gagner des guerres. Ce dont ils ont besoin, c'est de maintenir des régions clés du monde dans un état de déstabilisation permanente. Parce que tant qu'elles sont déstabilisées, ils ont toujours la possibilité d'y intervenir avec leurs diplomates, leurs services de renseignement, leurs ONG, leurs associations caritatives, leurs organisations médiatiques, et ainsi de suite. Et tu sais, comme un parasite, ils pénètrent le système, étendent leur influence et manœuvrent les choses à leur avantage. Et ils font cela partout, sauf ils ne peuvent pas le faire en Irak, en Iran, en Russie, en Corée du Nord ou en Chine. Donc,
Vous savez, ces pays, et je ne sais pas s'ils peuvent le faire au Venezuela, c'est un peu une question ouverte. Mais c'est pour cela que ces pays sont désormais les cibles de l'Empire. Et vous savez, s'ils ne peuvent pas les rallier par des moyens secrets et par leur soft power, alors les États-Unis doivent commencer à larguer des bombes et à envoyer des forces spéciales et des choses de ce genre. Et donc, une fois que les États-Unis disent « D'accord, j'en ai fini, je ne fais plus ça pour vous », c'est terminé. Ils perdent tout la tête parce qu'ils n'ont aucun autre moyen d'agir. Eh bien, vous savez, apparemment, les réseaux de renseignement britanniques contrôlent la plupart des forces djihadistes dans le monde et ils contrôlent probablement la plupart de ces milices et bataillons néo-nazis en Ukraine. Donc, une fois qu'ils auront perdu en Ukraine, ils essaieront probablement d'en extraire la majorité pour mener des actions de terrorisme, de sabotage et des assassinats à travers l'Europe, les États-Unis et partout ailleurs où ils en auront besoin. Mais ce n'est pas une armée. Vous savez, on peut faire exploser des choses. On peut assassiner des dirigeants ici et là. On peut provoquer des attentats terroristes. Vous savez, comme en Europe, dans les années 1970 et 1980, il y avait l'opération Gladio menée par l'OTAN. Mais autant que nous le savions, il s'agissait de groupes communistes, d'extrême gauche, de milices et d'organisations terroristes. Pourtant, tout cela était dirigé par l'OTAN. Et nous savons maintenant que c'est certain. Donc je pense qu'ils vont essayer de reconstituer cela. Mais quand même, vous savez, si vous voulez abattre la Russie, il vous faudra des armes de plus gros calibre. Et je pense qu'en ce moment, le seul endroit où cela est possible, c'est aux États-Unis. Et Trump n'est pas disposé. Donc ces gens sont très hystériques, très en colère et très confus parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas de plan B. Je pense que l'élément clé, ce sont les Britanniques et le gouvernement britannique. Car en regardant ce qui se passe en Israël, il faut se demander quel rapport Israël a-t-il avec le conflit en Ukraine? Pourquoi tous ces sionistes aux États-Unis soutiennent-ils l'Ukraine? Oui, C'est la clé. Qui est derrière tout ça? Quelle est ta compréhension de la situation, Alex? j'ai la forte suspicion que ce sont les Britanniques qui sont derrière Israël, que ce sont les Britanniques qui soutiennent Zelensky, ainsi que toutes les milices, brigades et bataillons néo-nazis actifs en Ukraine. Et c'est pour cela qu'ils ont tant en commun. Pourquoi les Israéliens soutiennent l'Ukraine? Pourquoi les Ukrainiens ont soutenu le HTS lorsqu'ils ont pénétré en Syrie et renversé le gouvernement de Bachar al-Assad? Ils ont amené leurs opérateurs de drones, car ils avaient déjà tous ces soldats qui savaient piloter ces drones FPV et d'autres types. Tout est donc lié. Vous voyez, je reviens toujours au discours de 2021 de George Soros à Davos, où il a déclaré « Ce que nous observons dans le monde aujourd'hui, c'est l'affrontement entre deux systèmes de gouvernance. Ainsi, Israël, l'Ukraine et la Syrie ne sont que des champs de bataille différents de la même guerre. They're just different battlegrounds of the same war. It's the war between the global. C'est la guerre entre l'Empire mondial, le soi-disant ordre mondial fondé sur des règles, et tout le reste du monde. Soros dit que c'est les sociétés ouvertes contre les sociétés fermées. Mais en réalité, c'est l'Empire mondial contre tout le monde, qu'il s'agisse de démocratie, d'autocratie ou de dictature. Peu importe, soit vous êtes leur vassal, soit vous êtes leur ennemi. Et donc, tous ceux qui ne sont pas leurs vassaux sont leurs ennemis. C'est-à-dire, vous savez, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, l'Iran encore. Ce sont de plus petits ennemis, mais cela ne les dérange pas tant que ça. Parce que, vous savez, une fois débarrassé de la Russie, il est beaucoup plus facile de faire tomber l'Iran. Et ensuite, on peut utiliser la Russie contre la Chine de la même manière qu'on utilise l'Ukraine contre la Russie. Vous savez, c'est ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils procèdent.
And so, this is the conflict. Et donc, voici le conflit, et voici ce qui les relie. Car autrement, vous savez, il est très étrange d'expliquer pourquoi un si petit pays, avec une armée modeste, essentiellement conçue pour la guerre anti-insurrectionnelle, dont l'économie est pratiquement en ruine, dont les services sociaux sont presque désintégrés, entouré de nations ennemies et actif sur 7 fronts de guerre en même temps, peut être aussi puissant. Comment se fait-il qu'il dispose de ces lobbies d'une puissance irrésistible en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, au point de sembler avoir tous les politiciens à leur merci? Ce n'est pas, vous savez, l'explication du type « Oh, eh bien, les Juifs sont mieux organisés, et il y a beaucoup de Juifs riches. » Je ne pense pas que ce soit la vérité. Il y a beaucoup de Russes riches, d'Arabes riches, d'Africains, d'Indonésiens et de Sud-Américains riches. Qu'est-ce qui se distingue ce groupe des autres? Et je pense que ce qui les distingue, c'est qu'ils bénéficient de la coopération des réseaux de renseignement britanniques, américains, israéliens, allemands et français. Qu'ils jouissent du soutien des médias, également sous le contrôle de cet établissement impérial mondial. Et qu'ils sont interconnectés par tous les moyens que les Britanniques ont traditionnellement utilisés. Associations caritatives, ONG, entreprises médiatiques, agences de relations publiques, lobbyistes, et ainsi de suite. Je pense que c'est là la clé de leur pouvoir, et que tout ramène toujours à Londres. Ce n'est pas le petit Israël qui contrôle tout le monde. C'est Londres qui agit toujours par procuration et renforce ses intermédiaires dans le but délibéré de dissimuler son implication. Parce que sinon, si tout le monde voyait que, oh, ce sont les Britanniques derrière la guerre entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, oh, ce sont les Britanniques qui étaient derrière la Turquie lorsqu'elle a renversé Bachar el-Assad, oh, ce sont les Britanniques qui sont derrière Israël, le Myanmar, l'Inde, le Pakistan, partout. Alors les gens diraient, d'accord, regardez, sanctionnons ces gens jusqu'à la mort, imposons un blocus à l'île, expulsions tous les diplomates, tout le monde, et mettons-y fin. Non, ils doivent cacher leurs actions. Donc ils font toujours, vous savez, même dans les Balkans, comme je l'ai observé, en gros, ils créent des ONG en Croatie, ils créent des ONG en Serbie, et ensuite les ONG serbes financent des provocations et des actions de sabotage en Croatie. Et puis les Croates finissent par comprendre et disent « Oh, ce sont les Serbes qui nous font ça. » Et ensuite, tu vois, ils ont des ONG en Croatie qui financent des actions provocatrices contre les Serbes. Et alors les Serbes réagissent à nouveau et ils se disent « Oh, ce sont les Croates qui font ça. » Et avant qu'on s'en rende compte, les deux camps se battent. Tu sais, c'est comme ce vieux proverbe irlandais. Si tu vois deux voisins se battre le matin, tu peux être sûr que l'un d'eux a dîné avec un Anglais. Malheureusement, c'est injuste pour les 99% de Britanniques qui sont des gens bien comme tout le monde. Mais leur establishment a été l'épicentre du poison qui infecte l'humanité depuis plus d'un siècle. Je pense qu'il y a certains codes dans la manière dont nous recevons les choses, dans la façon dont les dirigeants s'expriment. Et l'un de ces codes, à mon avis, c'est qu'il est important que Netanyahou ait déclaré que la Chine est actuellement l'ennemi d'Israël. Comment peut-on parler de la Chine de cette façon? C'est comme vouloir se battre avec un éléphant. Comment est-ce possible? Israël n'arrive même pas à gérer le Hamas. Et il parle de se battre contre la Chine. Cela montre que si l'on met cette image en parallèle avec ce qui se passe au Royaume-Uni, la manière dont ils intensifient leur rhétorique et leur hostilité envers la Chine, cela a du sens pour moi. Et je ne vois pas cela venir des États-Unis. Vous savez, Donald Trump avait appelé, je ne sais plus, la présidente ou la première ministre du Japon pour lui demander de se calmer, de ne pas aller aussi loin. Mais on voit l'inverse se produire au Royaume-Uni. Ils veulent intensifier la situation.
Yes, yes, exactly, exactly. They Oui, want to oui, escalate exactement, everything, but they exactement. always put Ils veulent proxies tout in the intensifier, way. mais ils mettent toujours les intermédiaires en danger, You know, tu even sais. now when you listen to Keir Et même Starmer, maintenant, he's quand tu talking écoutes about, Keir Starmer parler de la protection de l'Europe protecting contre la maybe Russie, Europe il from ne dit pas Russia. « nous He's allons not saying protéger we're l'Europe going to contre la protect Russie ». Europe from C'est comme Russia. si l'Allemagne et la Grande-Bretagne allaient protéger Germany and l'Europe contre la Germany Russie. and Britain are going to protect, Donc, ils sont déjà en train de proposer les hommes et les femmes allemands comme chair à canon pour ce qui arrivera ensuite. and women to be the cannon fodder in whatever happens next. And they already have the military cooperation agreements with Et ils ont déjà des accords de coopération militaire avec la Pologne, le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Ukraine, la Roumanie et la Bulgarie. Ils en ont pratiquement un avec chaque pays, certains secrets, d'autres semi-secrets, des accords qui se situent en dehors du cadre de l'OTAN. Tu sais, ils sont déjà tous alliés au sein de l'OTAN, mais ils ont toujours une sorte d'accord de coopération séparé. Et ensuite, ce pays se retrouve en guerre avec qui que ce soit que les Britanniques ont besoin qu'ils combattent. Cela dure depuis plus de 100 ans, Nima. C'est comme ça qu'ils ont déclenché la Première Guerre mondiale. Ils avaient l'entente cordiale avec les Français, même s'ils avaient été en guerre avec la France pendant des siècles. Depuis l'époque, non pas la création de la Banque d'Angleterre, mais depuis que la Banque d'Angleterre a obtenu le monopole de la création monétaire, c'est-à-dire en 1825, je crois. Depuis cette date jusqu'à la Première Guerre mondiale, ils ont mené quelque chose comme 19 guerres officiellement déclarées contre la France. Et peut-être que je me trompe sur les années, je suis désolé. Peut-être que c'était depuis la création de la Banque d'Angleterre et non depuis 18, peu importe. Mais en l'espace d'environ 100 ans, ils ont mené 19 guerres officiellement déclarées contre la France. Et ensuite, ils ont décidé qu'il fallait détruire l'Allemagne. Alors ils se sont retournés et ont établi cette entente amicale avec la France, manœuvrant essentiellement la France pour qu'elle attaque l'Allemagne, pour qu'elle entre en guerre contre l'Allemagne. Et puis se rendre compte, d'accord, eh bien, vous savez, l'Allemagne est très puissante. Il va nous falloir plus que cela. Alors, ils décident aussi de pousser les Russes à attaquer l'Allemagne. Ils se rendent donc en Russie, et là, ils concluent toutes sortes d'accords, mobilisent des lobbyistes, des diplomates et des agents de renseignement. Ils parviennent à amener le gouvernement du tsar Nicolas II à ouvrir un front de guerre contre l'Allemagne. Ensuite, ils font la même chose avec l'Italie. D'abord, ils la convainquent de rester neutre au déclenchement de la guerre. Puis, un an plus tard, en 1915, ils amènent les Italiens à attaquer l'Autriche-Hongrie, alliée de l'Allemagne. Voilà ce qu'ils font, et c'est la stratégie qu'ils ont en quelque sorte élaborée et perfectionnée. Et ils veulent le perpétuer, parce que cela leur a bien servi pendant les 100 dernières années. Le problème, c'est qu'à présent, les Russes ont eux aussi lu le manuel. Les Russes ont étudié leur histoire. Les Chinois ont compris le manuel. Les Iraniens ont compris le manuel. Et je pense que beaucoup de gens aux États-Unis comprennent également le manuel. Les liens avec les États-Unis sont un peu plus difficiles à rompre à cause de la langue. La langue est toujours très importante. Et il y a encore beaucoup d'Américains, en particulier parmi, disons, les classes libérales instruites, qui sont encore éblouis par un accent britannique. Donc vous savez, ils croiront n'importe quoi si on leur dit avec un accent britannique. Mais je pense que même cela commence à devenir vieux et fatigué. Oui. Alex, voici ce qu'a déclaré l'actuel président des chefs d'état-major interarmés à propos de la politique américaine envers la Chine. La montée en puissance de l'armée chinoise. Notre objectif au sein de la force conjointe est de créer plusieurs dilemmes simultanés pour tous les adversaires à travers le monde, afin qu'ils soient très prudents et préoccupés
à l'idée de faire quoi que ce soit qui pourrait représenter une menace pour le peuple américain. Alex, pense-t-il vraiment pouvoir manipuler cela? La façon dont il parle de gérer la Chine, la Russie, voire l'Iran, il me semble que cela ne fonctionne plus, car ces pays, comme tu l'as mentionné, savent ce qui se passe avec les États-Unis. Ils connaissent le principal objectif des États-Unis. Je pense que ce qui se passe avec le Venezuela, pendant qu'on en parle, Donald Trump arrive dans l'hémisphère occidental et ils veulent dominer l'hémisphère occidental. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire. Tu sais, ils se font des ennemis ici en Amérique latine. Ils se font pas d'amis, après tout. Tu as tout à fait raison. Et je dois dire que je ne sais pas exactement ce que c'est. J'ai oublié. Comment s'appelle cet homme déjà? Je n'ai pas retenu son nom. C'est le président, je ne connais pas son nom, c'est le président des chefs d'état-major interarmés des États-Unis. D'accord, d'accord. Oui, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire par ce qu'il a dit, vous voyez. J'ai le sentiment que leur doctrine Monroe à l'égard de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud est vraiment mal orientée. Et je pense que vous savez, nous en parlions il y a un instant, il y a une sorte de pensée enracinée dans les cercles dirigeants américains, et je crois qu'il existe beaucoup de relations héritées du passé. Certaines personnes sont encore bloquées mentalement dans la guerre froide, farouchement anti-russes et farouchement anti-socialistes. Désolé de vous interrompre. Il s'appelle Dan Kane. Dan Kane, d'accord? Oui, je ne comprends pas exactement ce que Kane veut dire par là. I don't exactly understand what Kane is saying there. Monroe Doctrine does make sense in a way. Vous savez, la doctrine Monroe a un certain sens d'une manière qu'on ne nous a pas apprise à l'école. Les États-Unis se sentaient en sécurité entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Mais ils étaient vulnérables au sud et au nord. Au nord, la menace venait de l'Empire britannique, comme c'est encore le cas, et au sud, les Français ont tenté de contrôler le Mexique. Pendant la guerre de sécession, ils ont envoyé des troupes pour envahir les États-Unis aux côtés du Sud contre l'Union. Et les Britanniques voulaient envahir depuis le Nord, eux aussi contre l'Union, aux côtés du Sud. Donc, vous savez, en ce sens, il existe une véritable préoccupation en matière de sécurité pour les États-Unis. Et le Canada reste une source d'inquiétude sur le plan sécuritaire, car nous constatons qu'une grande partie de ces drogues, ce fentanyl qui afflue vers les États-Unis, provient en réalité du Canada. Et le Canada compte un certain nombre de très grands laboratoires où des produits chimiques précurseurs sont synthétisés pour fabriquer du fentanyl. Donc, c'est bien réel. Et dans ce sens, on peut comprendre la doctrine Monroe comme quelque chose de justifiable au 19e siècle. Aujourd'hui, il me semble que l'administration Trump aborde cette doctrine Monroe davantage comme « nous allons être l'hégémon, et ce sera à notre manière ». Et la raison pour laquelle je ressens cela, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont renfloué Milei en Argentine. Honnêtement, je n'arrive pas à l'expliquer. Cela me semble complètement insensé. Vous savez, si les politiques économiques de Milei fonctionnaient, pourquoi aurait-il eu besoin d'un renflouement de 40 milliards de dollars? Pourquoi? C'est évidemment un échec. Donc, vous jetez l'argent des contribuables américains pour sauver un échec. Maintenant, Milei est idéologiquement proche des Américains parce qu'il prône les marchés libres, la libre entreprise, le capitalisme, toutes ces choses, vous voyez? Mais au fond, ce ne sont que des étiquettes. Peu importe que ça fonctionne ou non. Peu importe ce que cela signifie, du moment que nous sommes, vous savez, dans l'équipe du capitalisme. Donc, ils sont en train de le sauver. Mais Milei, l'une des premières choses qu'il a faites en arrivant au pouvoir a été d'expédier tout l'or de l'Argentine à Londres. Pas à New York, pas aux États-Unis, à Londres. Et puis vous savez,
Il va à Jérusalem, se rend au mur des lamentations et perd complètement la tête. Alors vous savez, est-ce votre ami ou est-ce un pion de l'Empire britannique? Pourquoi l'avez-vous renfloué? D'accord, donc pour moi c'est très étrange. Mais la seule façon dont je peux l'expliquer aujourd'hui, c'est que Milei leur semble idéologiquement aligné avec eux. Et peut-être qu'ainsi, il empêchera une vague de gouvernements socialistes de prendre le contrôle de l'Amérique du Sud, ce dont il semble avoir peur. Et donc, tu sais, c'est pour la même raison qu'ils attaquent Maduro au Venezuela. Je comprends qu'il y a d'autres raisons. Toutes ces histoires compliquées à propos de Smartmatic et des systèmes de vote Dominion. Et je ne pense pas que l'histoire de la drogue soit vraie du tout. Mais tu sais, ils aimeraient peut-être qu'une sorte de figure à la Milei dirige Caracas et Rio de Janeiro, tu vois, Brasilia et partout ailleurs, pour que tout le monde soit dans le camp du capitalisme. Pour moi, c'est une erreur, parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous savez, les pays qui se disent socialistes commercent aussi. Ils forent également du pétrole, élèvent du bétail, cultivent des bananes et du café et les vendent sur le marché mondial. Il n'est pas nécessaire d'avoir un Milei dans chaque pays d'Amérique du Sud. Et si c'était le cas, ils seraient tous alignés sur Londres. Et il faudrait tous les renflouer juste pour rester dans l'équipe du capitalisme, afin que la bonne étiquette figure sur leurs uniformes. Donc, en ce sens, j'ai du mal avec la doctrine Monroe de Trump. Je pense que c'est encore le résultat de leurs pensées héritées et de leurs idées bien ancrées qu'ils doivent vraiment surmonter et repenser. Oui, je pense que ce qu'ils ne comprennent pas à Washington, ce qu'ils ne comprennent pas aux États-Unis, c'est que l'ère du jeu à somme nulle est terminée. C'est fini. On ne peut plus négocier ou forcer les gens à accepter quelque chose, car aujourd'hui, nous avons les BRICS, nous avons la Chine, nous avons le Sud global. Ils ont une autre voie à suivre. Et il faut montrer, par exemple ici en Amérique latine, une certaine bienveillance, un esprit de coopération avec les pays de la région. Être plus proche d'eux, ne pas aller contre eux, ne pas les contraindre comme cela a été fait ici au Brésil. Oui, absolument. Je suis d'accord avec ça. Ce serait une meilleure approche. Mais je pense que certaines personnes continuent de réagir. Eh bien, pour elles, le mot socialisme est comme un chiffon rouge pour un taureau. Elles ont l'impression qu'il faut le combattre parce que, vous savez, peut-être que si elles sont socialistes, alors elles vont être alignées avec la Chine. On pourrait toujours traiter avec la Chine et dire « D'accord, regardez, vous avez accès à ce marché, mais nous voulons aussi avoir accès à ces marchés. Nous pouvons nous mettre d'accord sur la manière d'interagir ici, de partager cette partie du monde, d'être partenaires avec ces pays et entre nous, plutôt que de dire « D'accord, c'est nous les patrons ici, nous sommes l'hégémon, tout le monde dehors, et nous ne voulons plus que vous commerciez avec la Chine. » Et surtout, nous smart, isman professeur pertia fui, hirisme. Vous devez être comme Milei. Oui, parce que tu te souviens, ici nous avons eu un président au Brésil appelé Bolsonaro. Il voulait entretenir de meilleures relations avec les États-Unis, surtout pendant l'administration Trump. Trump 1.0, tu vois. Mais on ne voit pas beaucoup de changements dans la façon dont ils perçoivent les BRICS. Ils considèrent les BRICS comme une alternative. Au Brésil, on n'aurait jamais un Milei ici. Jamais. Il est impossible d'avoir quelqu'un comme Milei au Brésil. Et je dirais qu'en Colombie et dans d'autres pays importants d'Amérique latine, il n'est pas non plus possible d'avoir quelqu'un comme Milei. Oui, eh bien, je pense que même en Argentine, il a fallu beaucoup de probablement de manœuvres électorales créatives pour faire passer Milei.
Et tu sais, il y avait un certain niveau de dégoût envers le camp Kirchner, leur corruption et tout le reste. Mais ensuite, tu sais, on amplifie et on exagère tout cela dans les médias. Et franchement, je n'ai jamais compris quel était l'attrait de Milei, à part son orientation idéologique déclarée, tu vois. Il disait « Je suis un anarcho-capitaliste ». Alors, tu sais, comme tous ceux qui ont cette tendance de droite et qui aiment l'économie autrichienne, ils sont devenus fans de Milei comme s'il était une rockstar. Mais il disait qu'il allait se débarrasser du peso et dollariser l'économie argentine. Je ne comprends pas si les gens saisissent ce que cela signifie. I don't understand if people get what that means. It means that you're handing your nation's sovereign. Cela signifie que vous remettez la souveraineté de votre nation à Wall Street, en gros, à la Réserve fédérale. Vous ne pouvez plus gérer votre économie de manière souveraine si quelqu'un d'autre émet votre monnaie. Vous feriez donc en réalité de l'Argentine une colonie de Wall Street. Où est le patriotisme là-dedans? Où est le capitalisme? Où est quoi que ce soit en fait? Et puis oui, l'une des choses qu'il promettait aux Argentins, c'était de récupérer les îles Malouines. Il n'a pas soufflé un mot sur les Malouines. Rien. Il a seulement envoyé l'or de l'Argentine à Londres. Je pense que c'était encore une grande tromperie de plus de la part de l'ordre mondial fondé sur des règles contre le peuple. Et pourquoi Trump vient à son secours? Ça, je ne le comprends vraiment pas. I don't understand that one. Yeah, shifting the gear, Alex, a little bit to what has happened in the Middle East. Changeons un peu de sujet, Alex, pour parler de ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Nous avons eu un sommet au Qatar. Tu sais, ils se sont tous réunis pour discuter de la situation là-bas. D'un côté, certains sont très pessimistes. Ils ne pensent pas que ce genre de sommet puisse aboutir à quoi que ce soit. Mais à mon avis, celui-ci a été positif. Parce que tu vois, en Iran, même ceux qui plaidaient fermement pour une meilleure relation avec les États-Unis font maintenant marche arrière. Ils constatent que ce n'est pas possible avec les États-Unis. Nous avions Zarif, il était l'architecte d'une meilleure relation avec les États-Unis, l'architecte de toute cette approche, mais il a déclaré que nous n'allions plus suivre cette voie. Nous revenons à l'idée de résistance. Comment voyez-vous la situation au Moyen-Orient? Nous avons eu le sommet, puis la rencontre entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue saoudien, avec la Chine de nouveau impliquée, vous savez, après ce rapprochement, cette volonté de se réunir. Et ensuite, l'ancien chef du renseignement saoudien, Turki al-Faisal, est intervenu en déclarant qu'Israël représente la plus grande menace pour la stabilité de la région, et non l'Iran. C'est le même homme qui, autrefois, soutenait tous ces mouvements radicaux au Moyen-Orient, en Asie occidentale. Aujourd'hui, il change complètement de position à l'égard d'Israël. Quelle est, selon vous, la nature des changements à long terme qui, je pense, sont déjà en train de se dessiner au Moyen-Orient? Je pense que tout a commencé avec le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Parce que, vous savez, la perte de l'Afghanistan, pas en soi, mais ce qui s'est passé ensuite en août 2021, c'est qu'on a vu le président de l'Afghanistan et le gouverneur de la Banque centrale d'Afghanistan fuir le pays avec des sacs de sport remplis d'argent, prenant des hélicoptères et des avions privés. Je crois qu'ils sont allés d'abord au Tadjikistan, puis en Ouzbékistan, et finalement aux Émirats arabes unis. Ils devaient trouver un endroit qui accepterait de les accueillir. Le message très clair de cet épisode était que l'Empire ne peut plus maintenir ses dépendances et ne peut plus se permettre d'assurer la protection de ses agents, alliés ou vassaux. Et donc, cela signifie que vous êtes en danger. Quand il faut emporter des sacs de sport remplis d'argent et prendre un hélicoptère pour quitter le pays, cela veut dire que le système de protection ne fonctionne plus. Je pense que c'est là que l'avalanche a vraiment commencé. Et maintenant, cette nouvelle situation avec Israël, enfin,
Ce n'est pas vraiment nouveau. Mais je pense que cela n'a fait qu'empirer les choses, car cela a montré qu'Israël ne peut pas être défendu. Cela montre que les États-Unis sont impuissants à les défendre. Lorsque Ansar Allah a commencé à lancer des roquettes sur Israël, les Américains et leurs alliés de l'OTAN ont lancé l'opération Gardien de la Prospérité. C'était en décembre 2023. L'opération Prosperity Guardian était censée maintenir la mer Rouge ouverte à la navigation maritime pour protéger les navires traversant la mer Rouge et le canal de Suez. Eh bien, ils n'y sont pas parvenus. Ils ont essentiellement perdu les Français et les Italiens. Vous savez, quand ceux-ci ont compris que les Yéménites pouvaient les viser et détruire leurs navires, ils se sont simplement enfuis. Au final, les Américains ont dû faire la paix avec les Yéménites et leur demander, « S'il vous plaît, ne frappez plus nos navires. Merci beaucoup. Nous arrêterons aussi de vous bombarder et nous pourrons vivre heureux pour toujours. » C'est donc ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc, je pense que c'est le signe avant-coureur qui devient clair pour tout le monde. On ne peut plus, vous savez, parce que la protection de l'Empire leur permettait d'agir avec arrogance, non seulement envers leurs pays voisins, mais aussi envers leur propre peuple. Leur rôle était d'opprimer leur propre population au profit de l'Empire, n'est-ce pas? Et on peut faire cela quand on est protégé. Si on ne l'est pas, ce n'est plus possible. Il faut alors s'entendre avec ses voisins et il faut aussi s'entendre avec son peuple, n'est-ce pas? Et nous avons vu cela après l'Afghanistan. L'Arabie saoudite et l'Iran ont fait la paix. L'initiative est venue des Russes et a finalement été conclue par les Chinois. Mais vous savez, je pense que cela a été l'impulsion qui les a poussés à repenser, vous savez, les Saoudiens, à repenser leur avenir dans la région. Les Américains ne peuvent plus vous protéger. L'OTAN ne peut plus vous protéger. Vous devez compter sur de bonnes relations de voisinage avec les autres puissances régionales pour assurer votre protection. Et puis, évidemment, Israël a été placé là pour être l'influence déstabilisatrice. Donc maintenant, c'est évident pour tout le monde. Et je pense que sur le long terme, l'avenir sera probablement que la région se stabilisera, que toutes ces guerres sans fin finiront par s'arrêter à un moment donné. Et je pense qu'Israël devra soit être radicalement réformé, soit disparaître. Je pense que ce que tu as mentionné à propos de l'Arabie saoudite est important, compte tenu de l'accord ou du pacte qu'elle avait conclu avec le Pakistan pour lui fournir une sorte de parapluie nucléaire. Et ensuite, on voit le chef de la sécurité nationale iranienne se rendre au Pakistan, déclarant qu'il n'y a aucune limite à la coopération avec le gouvernement pakistanais. Même pendant la guerre entre l'Iran et Israël, l'un des rares pays qui coopérait d'une manière ou d'une autre avec l'Iran et l'aidait était le Pakistan. C'est important, car cela a été mentionné dans les médias. Ils partageaient, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, des renseignements avec les Iraniens sur ce qui se passait. Mais cela montre à quel point les choses changent, avec le Pakistan, qui tout à coup forme, vous savez, une sorte d'alliance avec l'Arabie saoudite. Quel est l'intérêt de cela si les États-Unis sont en Arabie saoudite et qu'ils vont les soutenir? Il semble que l'incertitude au sein de la direction saoudienne soit en train de croître. C'est pourquoi ils ont besoin de plus d'amis dans la région, au lieu de dépendre entièrement des États-Unis. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement la transformation qui est en train de se produire. Et je pense que cela va continuer, surtout avec l'administration Trump, qui entend évidemment se retirer de la région et se concentrer sur son propre hémisphère. Je pense que tout cela est une bonne chose.
je pense que l'initiative de la ceinture et de la route est positive, car elle comporte également un volet sécuritaire. Elle relève désormais de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui arrive à maturité, se renforce et développe des capacités pour assurer la sécurité du continent face aux extrémistes, aux groupes séparatistes, et ainsi de suite. Des groupes qui étaient tous utilisés comme proxy de l'Empire occidental. Avec le temps, je pense que l'avenir de tout le continent sera très différent de ce que nous avons connu au cours des 200 dernières années. Et je pense que ce sont là des changements positifs et bienvenus. Oui, merci beaucoup Alex d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir, Nima. Merci, prenez soin de vous et à la prochaine. Prends soin de toi.